liberté, égalité, fraternité et les valeurs de la République sont certainement la base de la citoyenneté. Et on a voulu tous traiter ça dans un premier temps. Alors Philippe Guittet, il est proviseur honoraire du lycée Carnot et ancien proviseur donc du lycée Ravel. Parmi ses nombreuses activités, Philippe a été le secrétaire général du syndicat des proviseurs de 2002 à 2009. Il a aussi participé activement à la mise en place de la loi et de la circulaire d'application sur les signes religieux ostensibles à l'école. Ça, c'était en 2004. Philippe est vice-président de la CREN, dont il est aussi un des membres fondateurs. Oui, pour aborder la question de la liberté, je vais mettre en avant ce qui étaient les attaques contre la liberté il y a un an tout juste, puisque le terrorisme islamique frappait la jeunesse dans les rues de Paris et dans une salle de spectacle. Et le mois de janvier précédent, c'était la liberté d'expression qui était attaquée à travers Charlie Hebdo. C'était les policiers, les juifs, qui étaient visés pour ce qu'ils étaient à l'Hypercacher, tout près d'ici, porte de Vincennes. Ceux qui étaient élèves à Ravel s'en souviennent, puisque le lycée était bloqué. L'été dernier, c'est un camion meurtrier qui a endeuillé la fête nationale à Nice et un couple de policiers qui a été assassiné chez lui, un prêtre catholique aussi dans son église. Ces terroristes veulent créer l'effroi, diviser les citoyens français, mais aussi les fracturer en communautés, séparées, comme le dit Gilles Kepel. Ces massacres étaient dirigés contre des hommes, mais aussi contre des idées, contre des principes enracinés dans notre pays depuis les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme et les lois de la Troisième République. Les Français, nombreux, en manifestant le 11 janvier 2015, savaient que les assassinats de Charlie Hebdo étaient l'expression d'un processus à l'œuvre depuis quelques années déjà, mais trop longtemps négligé par nos hommes politiques, l'intimidation de la pensée, du droit à l'impertinence, dans le pays de Rabelais, de Molière et de Voltaire. Qui aurait pu imaginer il y a 30 ans, il y a simplement 30 ans, que la caricature puisse à nouveau susciter tant de critiques et de violences. Et pourtant, des voix s'élevèrent pour opposer aux manifestations en faveur du principe de la liberté d'expression l'interdit autrement impérieux, selon eux, de tout outrage à la religion, le respect des convictions intimes, au nom du vivre ensemble, de la tolérance, mots qui sont bien galvaudés dans ce sens. Lorsque Voltaire défendait le chevalier de la Barre, qui était condamné pour blasphème et sacrilège, c'était le dernier, soumis à la question, à être décapité et brûlé en 1776, ce n'est pas cette notion de tolérance qu'il pensait. Ce retour est pour le moins déconcertant, alors que le délit de blasphème fut aboli en 1791 par l'Assemblée constituante, comme le souhaitait ardemment, et je pourrais vous citer les textes, Montesquieu dans son Esprit des lois. Alors rien n'est acquis sur la résilience de l'ensemble du peuple français au moment où s'ouvre une campagne présidentielle dans un climat de rejet d'une classe politique traditionnelle souvent discréditée. Déjà, certains se tournent vers le populisme d'extrême droite, d'autres vers le fondamentalisme religieux, pourtant porteurs chacun à leur niveau d'une véritable hystérie identitaire. Les premiers veulent réduire l'expression de l'opinion religieuse au domaine de la stricte intimité, confondent l'égalité avec l'uniformité, l'intégration avec l'assimilation et la nation avec la tradition, tout en se revendiquant contre toute raison de la laïcité. Les réfugiés et les immigrés, dont il est bien sûr nécessaire d'assurer la régulation, deviennent des boucs émissaires. Malheureusement, ces positions irriguent le débat au-delà des extrêmes. Des politiques discours sur une identité figée de la nation, alors qu'elle fut une construction permanente, sur une laïcité qui se confondait avec celle d'un retour aux valeurs fondatrices de la société chrétienne. On dit judéo-chrétienne maintenant, ça fait plus large. Sur la remise en cause du droit du sol, qui pourtant existe en France, le droit du sol, non pas depuis la Révolution, mais depuis 1315, ou pire, depuis 1515. 1515, Philippe Auguste, le droit du sol. Les seconds, des groupes politico-religieux, souhaitent pour les uns abattre la République et pour d'autres privilégient la soumission à la religion, à l'engagement citoyen. D'autres les soutiennent au nom de l'alliance des opprimés contre la mondialisation capitaliste. Pour eux, toute critique de l'islamisme devient alors un projet néocolonial, voire raciste. Des intellectuels et des médias influents relaient ces positions. Nous devons prendre conscience du défi que nous lancent ces tenants du repli identitaire
et de la confusion entretenue par de trop nombreuses personnalités influentes et hommes politiques. Parce que la laïcité, ce ne peut pas être l'exclusion, le repli identitaire, mais c'est au contraire l'ouverture, l'enrichissement, le dépassement autour de valeurs communes, citoyennes, fraternelles et protectrices contre ceux qui imposent toute soumission. Il est donc urgent et nécessaire de se réapproprier les principes des Lumières et la laïcité. C'est un préalable intangible à toute réflexion politique qui souhaite s'inscrire dans le débat républicain. Alors laïcité, selon Henri Pénard-Ruiz, vient du mot laos qui désigne le peuple. Nous avons un désaccord avec Jean Gauduc là-dessus. C'est surtout l'indivisibilité qui fait sens, et par conséquent ce qui est commun à tous les membres du groupe. Ça, on peut être d'accord, en deçà et au-delà des différences réelles ou imaginaires. L'utilisation du mot laïcité est assez récente et figure pour la première fois dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de Ferdinand Buisson, paru en 1877. Il est d'ailleurs postérieur à l'utilisation de l'adjectif laïque, QE à la fin, et pas C bien sûr. Il s'agit pour lui alors, pour Ferdinand Buisson, de désigner l'aboutissement d'un processus qui a franchi l'état de l'Église et l'Église de l'État après avoir affranchi l'école de l'Église. Comme l'indique Pénard-Ruiz, le mot recouvre à la fois le caractère non confessionnel de la puissance publique et son orientation vers ce qui est commun à tous les hommes par-delà leurs différences, et signifie donc l'universalité de la loi commune. Caroline Fourès définit, et je crois que c'est bien cette définition, la laïcité est une philosophie publique au service d'un principe d'organisation. Sur le plan juridique, la laïcité implique en effet le principe de la séparation des églises et de l'État, condition et garantie de son impartialité, de sa neutralité confessionnelle et de son orientation vers le seul intérêt général. La loi de 1905, qui en est l'expression, ne constitue pas un compromis avec les églises. Ce qu'on dit quelquefois, certains écrivains écrivent ça aujourd'hui, que c'était un compromis avec les églises, et notamment avec l'église catholique, qui était pour l'essentiel opposée. C'est un acte souverain de la représentation parlementaire de la Troisième République, sous l'impulsion notamment de Briand et de Jaurès. Je vais vous dire d'ailleurs la déclaration de Briand, parce qu'elle est intéressante. Pourtant, Briand, ce n'était pas le plus laïcard ou laïciste, comme certains disent aujourd'hui, et qui disait « La vérité, c'est que dans ce pays, il disait ça le 3 juillet 1905, la loi a été votée le 9 décembre, la vérité, c'est que dans ce pays, dans toutes les circonstances graves et difficiles, aux heures critiques où son existence a été menacée, la République a vu le clergé se dresser contre elle en ennemi. Vous avez parlé de liberté, mais il n'est pas une liberté dont jouisse ce pays qui n'ait dû être conquise sur les résistances acharnées de l'Église. Là voilà la vérité, toutes les conquêtes laïques ont été faites contre elle. Donc ça ne s'oppose pas à la religion, bien sûr, la laïcité, mais ça s'oppose au cléricalisme, à l'intégrisme, on pourrait dire, aujourd'hui. Sur le plan juridique, la laïcité implique en effet le principe de séparation des églises et des États. Bon, ça, je l'ai dit. Je reprends les articles de la loi de 1905. La République, article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Il y a une séparation d'ailleurs entre les deux. La liberté de conscience, qui est la liberté de conscience qui peut être religieuse, elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2, et quoi qu'en disent certains au plus haut niveau, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors ça, c'est très important. La Constitution de la 4e République, comme celle de la 5e République, dans leur titre premier, stipule que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais venons-en à ce qui est primordial, et j'arrive à mon débat. La neutralité de l'État, si elle est impartiale par rapport aux différentes confessions en particulier, elle est impartiale, elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente. Et c'est pour ça que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, fournit à la laïcité sa boussole. Sa boussole. Il n'y a pas une laïcité neutre comme cela. La neutralité, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça qu'on a fait ce thème. Victor Hugo écrivait en 1875 dans Le droit et la loi, la liberté c'est le droit, l'égalité c'est le fait, la fraternité c'est le devoir. Tout l'homme est là. Mais venons-en aux qualifications passe-partout. D'abord, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un mot passe-partout qu'on emploie de plus en plus.
L'ambition de la République dépasse de loin le seul vivre ensemble d'individus qui valorisent leurs différences, ou le vivre ensemble mais à côté de ceux qui souhaitent privilégier les communautés. Le modèle d'intégration français souhaite transcender les différences avec des citoyens qui sont acteurs engagés dans la société. La laïcité, c'est un idéal d'émancipation. C'est pourquoi, en tout domaine, qu'il s'agisse de croyances, de connaissances, de principes, d'institutions, rien ne doit pouvoir empêcher de passer au crible les idées reçues, les résultats acquis, les méthodes employées. Le savoir humain est toujours provisoire, ce qui fonde la critique comme moyen d'autocorrection pour aborder de nouveaux problèmes. C'est cela la laïcité. Cette acception par soi ou par l'autre d'une lecture critique, c'est accepter le dialogue. C'est pourquoi le fondement de la laïcité, c'est la liberté de conscience et d'expression pour chacune et chacun. Il n'est pas anormal, par exemple, que des porte-paroles de religion, de quelque confession qu'elle soit, puissent s'exprimer dans le débat public. En revanche, les préceptes religieux ne peuvent constituer des interdits préalables à ce débat citoyen. Je pense au mariage pour tous, à l'adoption par des couples, à l'avortement, à la contraception. Ce sont des débats qui doivent être des débats citoyens. Et ça n'est pas aux religieux d'imposer le mode de débat que nous devons avoir. Alors pouvons-nous dire ce qu'est vraiment la tolérance ? La tolérance, ça exprime le rapport entre des êtres égaux qui se respectent mutuellement au moment où ils confrontent leurs opinions. C'est la notion de dialogue. Il ne peut y avoir tolérance que si tout le monde admet qu'on puisse débattre entre personnes qui sont capables de s'écouter. Cela peut aller de pair, d'ailleurs, avec la dérision et la satire. En revanche, il ne peut s'agir de tolérance lorsqu'il est interdit de critiquer les croyances sous prétexte de demander le respect des croyances, ce qui est normal, et leur liberté de croire, ce qui est normal. Cela s'appelle le délit de blasphème, qui est une intolérance. En effet, le blasphème est scandaleux pour celui qui partage cette vénération, mais n'a aucun caractère de faute pour celui qui ne la partage pas. Lisez à ce propos, je vous engage à lire un excellent livre de Jacques Saint-Victor sur le blasphème. Ça s'appelle Le blasphème, avec un sous-titre, et c'est un excellent livre. À ce propos, il y a un nouveau terme qui apparaît dans le débat public. Il y a toujours des nouveaux termes. On ne parlait pas avant de communauté, maintenant on parle de communauté. On parle de la communauté juive, de la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'on n'employait pas ces termes-là avant. On disait les musulmans, les juifs. Maintenant on dit la communauté. C'est-à-dire qu'il y a une assignation identitaire qui se forme immédiatement. Non pas que le terme communauté est choquant, mais ce qui est choquant, c'est que le fait de le déterminer comme ça donne automatiquement une assignation identitaire à cette communauté. Et c'est ça qui est embêtant. Et le nouveau terme qui est apparu, c'est l'islamophobie. Où on confond, on parle d'ailleurs jamais, ou très rarement, de christianophobie ou de judéophobie. Rarement. On parle de christianophobie et il s'est même créé un comité contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui entretient cette confusion entre critique de la religion et critique raciste, avec la bienveillance médiatique d'un grand journal du soir qui fait l'apologie de cette association. Ce n'est pourtant pas la critique de la religion qui doit être mise en cause, c'est la discrimination qui doit être condamnée et combattue. La discrimination. On n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un parce qu'il croit ou parce qu'il est tout à fait normal. Cette opération de confusion a porté ses fruits sur une partie de la jeunesse après les attentats de Charlie, sur le thème du « ils l'ont bien cherché ». Le plus intriguant est de constater que cet aveu d'obscurantisme n'est pas réservé aux seuls esprits égarés. Il eut aussi le soutien d'une partie de la classe intellectuelle et médiatique. C'est la première fois depuis les Lumières que certains intellectuels se prononcent contre la liberté d'expression et que d'autres se sentent obligés d'ajouter un adjectif à la laïcité, ouverte, plurielle, accueillante, inclusive, en fait, imposant le respect des dogmes religieux. Parce que c'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire respectant la religion, ça veut dire acceptant le respect des dogmes religieux, c'est-à-dire acceptant tout ce qui est accommodement vis-à-vis de la religion. Ces positions permettent une forme de retour à la condamnation du blasphème. Et pourtant, la liberté d'expression va de pair avec la liberté de conscience. L'abandon du délit de blasphème, je vous ai dit, la Révolution française, fut réaffirmé sous la Troisième République par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 81. Cette loi fondatrice faisait la distinction entre les idées, la religion que l'on peut critiquer, et les personnes, les croyants qu'on n'a pas le droit de critiquer. Ce qui était juste, c'était la diffamation et l'injure qui était bien évidemment condamnée. Cette loi a été amendée en 1972 pour de bonnes raisons qui tenaient à l'égalité
en créant un nouveau délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, orientation sexuelle ou handicap. Elle interdit également l'apologie des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et terrorisme. Tout cela peut paraître très positif, en termes d'égalité, on y reviendra, mais cette modification, en introduisant la notion de groupe, encouragea certains s'estimant potentiellement victimes de discrimination à se constituer en association et à ester en justice, ce qui a contribué à introduire une dynamique communautariste et une concurrence victimaire. C'est en effet un nouveau défi qu'a lancé à la justice l'intransigeance de responsables religieux pour tenter de faire condamner ceux qui auraient critiqué la religion. Ça a été de faire censurer la religion catholique, faire censurer certains films. Hein, ils n'ont pas réussi. Hein. Faire déjà condamner Charlie, il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu l'affaire de la publication des caricatures après le Danemark, mais aussi Houellebecq, qui avait critiqué l'islam de manière qu'on ne peut ne pas le partager, mais c'était une critique de la religion. Heureusement, la jurisprudence française se fixa comme principe intangible la liberté de critiquer les religions et s'entend une conception stricte de l'injure et de la diffamation qui doivent rester personnelles et directes. Donc il n'y a pas eu, la notion de groupe n'a pas pu jouer pour faire condamner, sinon on serait revenu à quelque chose de très, très ancien. Mais c'est aussi le cas pas simplement des religieux, mais aussi d'organisations très différentialistes, les indigènes de la République, le CRAN, qui tentent de faire valoir la position des communautés comme victimes et créancières de la République. Ces diverses prétentions communautaristes, en voulant imposer à la société leur façon de penser et se différencier, remettent fatalement en cause le modèle laïque et républicain. Notre modèle républicain n'est pas fondé sur cette construction communautaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pourtant les médias emploient de plus en plus ce terme-là, communauté, comme si chacun devait se fixer, rester assigné à une identité, rester assigné. Je peux être musulman, musicien, élève, aimer le football, proviseur. Voilà, on peut avoir plusieurs identités différentes. À partir du moment où on parle de communauté, il y a forcément une assignation à cette communauté qui se fait de manière importante. Et là, les médias aiment beaucoup ça, et ça se... Alors, revenons au sujet qui anime beaucoup nos politiques, celui de l'interdiction ou non des signes religieux, qui est aussi un problème de liberté, ce qui les dispense d'ailleurs souvent de s'engager dans une véritable politique laïque, hein, dont l'objet devrait quand même, pour l'essentiel, l'émancipation et l'égalité. Ce devraient être les deux points essentiels. Mais les débats ne tournent pas autour de ça. La liberté doit bien entendu prévaloir, même si elle peut subir des restrictions. Concernant les fonctionnaires, vous le savez, dans l'espace public, il y a une exigence de neutralité. Cette neutralité situe l'État hors de toute entreprise confessionnelle, c'est la condition de son impartialité vis-à-vis de tous les citoyens. Cette exigence de neutralité voit tous les niveaux de la puissance publique et des collectivités territoriales, comme dans tous les domaines institutionnels qui sont de son ressort, justice, police, armée, hôpitaux publics, services publics et bien sûr écoles publiques. Certains dont je fais partie se posent la question d'étendre cette exigence de neutralité pour toutes les personnes qui assument des missions de service public ou d'intérêt général dans le domaine de l'éducation et de la petite enfance. Accompagnement de sortie scolaire, crèche. Il y a débat sur cette question. Pour tous les autres, la liberté doit primer dans l'espace privé. C'est le cas notamment au domicile, dans la rue, dans les commerces. Pour les usagers du service public, aucune restriction ne doit s'appliquer, sinon celle de ne pas entraver son fonctionnement. Il existe dans ce cas, si vous allez dans les hôpitaux, vous verrez qu'il y a des chartes de la laïcité dans les hôpitaux. Et il est évident qu'il y a des règles particulières aussi dans les prisons, qui sont des lieux un peu spéciaux. En revanche, les élèves des écoles, des collèges et des lycées ne peuvent pas être considérés comme de simples usagers. Pour permettre en toute sérénité l'apprentissage citoyen par l'appropriation du savoir et afin de préserver les élèves des pressions religieuses, il était nécessaire d'interdire les signes et tenues religieux ostensibles à l'école. Ce fut l'objet de la loi de 2004, extension d'une certaine manière de la loi de neutralité de l'État. Une question se pose dans le débat citoyen aussi. Doit-on étendre cette loi, ou tout au moins une réglementation à l'université? Non, si on privilégie l'idée, ce qui est le cas aujourd'hui, que nous avons affaire à des étudiants majeurs,
Oui, si l'on considère qu'il faut maintenir un espace pacifié, celui du cours, non soumis aux pressions prosélytes pour s'approprier les savoirs. La question d'une réglementation se pose, si je lis le rapport de l'inspection générale que j'ai eu, qui est sorti hier, la question se pose d'une réglementation plus accrue en tout cas, pour ceux qui, comme à l'ESPE, c'est-à-dire la formation des professeurs, préparent des concours de la fonction publique en particulier. On s'aperçoit dans le rapport de croisé d'inspection générale et de l'inspection générale de l'administration qu'il y a de vrais problèmes, non seulement sur le port de signes religieux, mais aussi sur la discussion des valeurs de la République, sur la remise en cause, y compris de la façon de parler des faits religieux à l'école, etc. Ça pose quand même véritablement problème pour des gens qui vont ensuite enseigner à l'école. Dans le domaine de l'entreprise privée, bien sûr, il faut trouver un juste équilibre entre respecter la liberté de conscience d'un salarié et permettre le bon fonctionnement de l'entreprise. La Cour de cassation estime qu'une entreprise privée ou une association peut restreindre la liberté de ses salariés de manifester leurs convictions religieuses sur le lieu de travail si cela est justifié par la nature du travail à accomplir et si la mesure est proportionnée au but recherché. Cela a été confirmé par la dernière loi travail pour les entreprises privées. Un guide vient d'être publié d'ailleurs. En revanche, il faut être très attentif et prudent face aux demandes d'accommodement qui servent souvent pour les groupes religieux à tester la résistance de l'État laïque pour remettre en cause les valeurs et principes qui la fondent. Une fois qu'ils gagnent un accommodement, ils demandent un autre accommodement. Et c'est une succession, c'est ce qui se passe au Canada en particulier, qui admet des accommodements. D'une manière d'ailleurs assez bizarre, on peut en discuter. Une législation générale interdisant les signes religieux sur la voie publique, certains hommes politiques proposent cela aujourd'hui, serait une grave atteinte à la liberté et certainement contre-productive, car alimentant le sentiment de stigmatisation. En revanche, comme l'écrit Abdenour Bidar, il faut non pas interdire la visibilité publique du religieux, mais rester ferme sur la laïcité, là où l'affirmation de la croyance voudrait faire triompher une loi de Dieu sur les principes et valeurs de notre contrat social et des droits de l'homme. Il ne faut pas tolérer que certains imposent un véritable terrorisme intellectuel en obligeant au respect obligatoire de prescriptions religieuses dans certains quartiers ou territoires, souvent au détriment notamment des femmes, en induisant chez elles des attitudes d'autocensure, de mise en conformité pour se protéger et en renforçant leur soumission et leur enfermement communautaire. Et bien sûr, il n'y a pas de liberté de conscience lorsqu'il y a violence contre les femmes, mariage imposé, mutilation sexuelle contraire à toutes les valeurs humaines. Il faut pour cela reprendre la main dans ce que certains appellent les territoires perdus de la République, où règne la ghettoisation et un sentiment d'abandon. On pourra discuter de ce qu'on pourrait y faire. La réponse, en tout cas, ne peut pas être le clientélisme de certaines municipalités. Il faut lire le livre de Céline Pinard sur cette question, envers des groupes politiques et religieux, ou même pire, des groupes semi-mafieux, quelquefois. Ça arrive de temps en temps. L'enjeu qui doit être une priorité pour la nation est de redonner confiance à la jeunesse de ces territoires, dans les institutions de la République et dans l'engagement citoyen. Venons-en maintenant, pour terminer, à ce que Condorcet puis Ferdinand Buisson considèrent comme essentiel, la laïcité à l'école. Même si le premier n'employait pas ce terme, construire une école publique dont la mission émancipatrice est destinée à former le jugement, l'esprit critique, loin des assignations identitaires et religieuses, pour mieux se défaire des préjugés et des superstitions. Son rôle est donc de donner toutes les conditions de la liberté. Comme l'écrit la charte de la laïcité à l'école, c'est avant tout couvrir tous les champs du savoir, du questionnement scientifique et pédagogique, sans qu'aucun élève ne puisse invoquer une conviction religieuse ou politique pour renoncer à un cours ou pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. Il faut pour cela donner à tous les élèves les connaissances, les compétences et la culture nécessaires pour s'approprier les instruments d'un dialogue et d'une critique responsable. Il faut aussi permettre aux élèves d'analyser les médias, Internet, réseaux sociaux pour comprendre le monde. Nous le savons, l'excès et la vitesse de l'information mondialisée génèrent des peurs. Les enseignants face à leurs élèves doivent être en capacité de déconstruire les thèses complotistes. Alors bien sûr, les enseignants doivent être formés
toujours mieux former et adapter leur pédagogie pour être en capacité de faire valoir les apports scientifiques face aux dogmes et aux vérités révélées que certains développent de plus en plus. Enfin, chaque établissement scolaire, avec l'appui de la réserve citoyenne, il est nécessaire donc dans chaque établissement scolaire de favoriser le débat autour de la question laïque, on le fait ce soir, pour que chaque acteur de l'école, enseignant, personnel, élèves, parents se l'approprie. Mais le discours sur la laïcité, sur l'école émancipatrice, ne sera entendu par les enfants égarés, influencés par la radicalisation religieuse, et aussi pour certains par l'extrême droite, que si l'école est de nouveau perçue comme une chance et un instrument de promotion pour chacun des élèves. À l'école, comme partout ailleurs dans la société, la bienveillance doit se concilier, se conjuguer avec l'exigence. Plutôt de conforter au nom de la stigmatisation, les exclus, les relégués de la société dans une position victimaire, redonnons du sens au pacte républicain. Merci.